Regardez bien ces feuilles, observez-les correctement. Je parie que 98% des producteurs de maïs auraient déjà rencontré ce problème. Et ce n'est pas simplement les producteurs de maïs, il y a d'autres cultures, bien sûr, nous allons les découvrir dans la vidéo. Et c'est l'un des ennemis les plus redoutables des producteurs de maïs et d'autres cultures, bien sûr, nous allons les découvrir. Et pourquoi? Parce qu'au début, quand il attaque en silence. Et c'est après des jours, voire des semaines que un simple producteur voit les désastres à l'œil nu. Et en ce moment, le rendement a déjà pris un coup. Et aujourd'hui, je vais décortiquer de quoi il s'agit réellement, comment il agit et pourquoi on ne le voit pas au début pour commencer la lutte. Et quelles sont les solutions pour prendre le contrôle sur ce ravageur. Et regardez à nouveau l'image, regardez bien et dites-moi son nom en commentaire. On va voir ceux qui ont l'œil du vrai agronome avant que je ne révèle son nom. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Ici, c'est Code Vert où nous décortiquons les mécanismes du monde agricole, les secrets du monde agricole le plus profondément et clairement possible. Et si vous êtes passionné par la connaissance de ces secrets, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez à d'autres personnes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par répondre à une question. Pourquoi on ne voit pas ce ravageur au début, quand il attaque? D'abord, commençons par son cycle. Son cycle commence par un papillon nocturne. C'est-à-dire c'est un papillon qui est plus actif dans la nuit. Et il pond ses œufs sur la surface inférieure des jeunes feuilles, jusqu'au niveau du cornet. C'est-à-dire la partie la plus tendre de la plante. Donc, entre 2 et 10 jours, ces œufs s'éclosent et nous avons les petites chenilles, vraiment minuscules. Et les dégâts à ce stade qu'on appelle L1 jusqu'à L2, c'est vraiment minuscule. Vous allez juste voir une simple transparence et les yeux non avertis passent à côté à 100% parce que c'est vraiment minuscule. C'est seulement au stade qu'on appelle L3, environ 8 semaines après que les producteurs découvrent vraiment le vrai problème, le problème qu'il y a réellement. Alors que c'est déjà là depuis 7 voire 10 jours avant que tu ne découvres réellement ce qui se passe. D'abord, parlons de ces dégâts, parce que c'est à partir de ces dégâts que nous pouvons l'identifier facilement. Regardez à nouveau ces feuilles. Vous allez constater des perforations en ligne, presque symétriques. Ce sont des feuilles qui ont été attaquées quand elles étaient enroulées dans le cornet. Donc, en déroulant, les trous se répètent à intervalles réguliers. Pour un agronome, vous savez bien, c'est bien une signature diagnostique. Autre dégât, vous allez constater encore des zones brunes, c'est-à-dire comme brûlés façon. Ce sont des conséquences de la destruction des tissus foliaires photosynthétiques. C'est-à-dire la plante perd sa capacité à transformer la lumière en énergie. Et là, quand la plante perd sa capacité à réaliser bien la photosynthèse, le rendement a pris déjà un grand coup. Mais pour moi, le plus dangereux, ce n'est pas lorsque la chenille attaque seulement les feuilles, non. C'est lorsque la chenille descend au niveau du méristème apical, c'est-à-dire ce qui produit toutes les feuilles. Vous voyez comment les feuilles de maïs se forment. Vous voyez comment les feuilles de maïs se forment. Voilà. Si la chenille descend jusqu'à détruire cet élément qu'on appelle méristème apical, c'est que la plante arrête sa croissance ou ne produit plus grand chose. Donc, pour reconnaître le passage de ce ravageur, il faut garder 3 signes clés. Premier signe, des perforations alliées sur des jeunes feuilles sous forme de chapelet de trous. Deuxième signe, vous allez constater la présence de frasques. Ce qu'on appelle frasques, ce sont les excréments de la chenille sous forme de la cire granuleuse. Vous allez reconnaître ça. Vous allez retrouver ça au niveau des feuilles. Troisième signe, vous allez constater que le cornet se dessèche ou présente un cœur mort. Et cela signifie que le point de croissance, c'est-à-dire le point principal de la croissance, est attaqué, est touché. Et je vous ai dit que là, c'est vraiment grave. Mais pour le début de la présence de la chenille, vous allez constater, je vous ai dit ça au début, les transparences alignées en ligne. Vous allez voir ça. Maintenant, voici les solutions qui fonctionnent contre ce bioagresseur. Mais attention, nous sommes en train d'oublier quelque chose. Est-ce que nous avons parlé de son nom? Bon, je vous avais dit d'écrire ça en commentaire
Bon, ceux qui ont écrit chenille légionnaire d'automne, vous avez bien identifié, ou Spodoptera frugipeda, vous avez bien identifié, c'est ça. Et avant d'entrer dans les solutions qui fonctionnent contre ce bioagresseur, parlons d'abord un peu de ce ravageur. Et comme je vous l'ai dit, son nom c'est chenille légionnaire d'automne, son nom scientifique c'est Spodoptera frugipeda. Et on l'appelle en anglais Paul Earthworm. Pourquoi je dis son nom en anglais? Parce que ce n'est pas d'origine d'Afrique, c'est d'origine d'Amérique. Et il a été signalé en Afrique en 2016. Et en Amérique, il ne fait pas assez de dégâts comme ici. Parce que là-bas, il y a son ennemi naturel efficace qui régule sa population. C'est-à-dire quand il y a l'ennemi naturel d'un ravageur dans un pays, son ennemi naturel efficace, c'est-à-dire lorsque le ravageur monte en population, les ennemis naturels trouvent de nourriture et puis montent en population également et baissent la population du ravageur. Donc, ça aussi comme ça. Donc, il n'y a pas son ennemi naturel efficace en Afrique. Voilà pourquoi on souffre autant pour lutter contre ce ravageur en Afrique. Et il y a une lutte biologique qu'on appelle lutte biologique classique. Et ça consiste à aller chercher son ennemi naturel efficace dans son origine pour... Bon, ça demande des études. Hein. On ne part pas chercher l'ennemi naturel de quelque part pour insérer simplement. Il faut étudier quelles sont ses influences, ses impacts sur l'environnement avant. Il faut faire beaucoup d'études sur ça avant de l'insérer volontairement dans la zone où ce ravageur a envahi. Donc, il y a cette lutte. C'est un bioagresseur qui attaque 26 familles de cultures, dont 80 espèces. Donc, je ne peux pas tout citer dans cette vidéo. Je ne peux pas citer toutes les espèces que ça attaque. Donc, je peux donner quelques exemples. Nous avons le mil, nous avons sorgho, maïs, coton, nous avons les cultures maraîchères en général, pommes de terre également. Donc, voilà quelques exemples de cultures que ce bioagresseur attaque. Maintenant, abordons les solutions que vous pouvez utiliser pour prendre le contrôle sur ces ravageurs. D'abord, nous allons partir des solutions les plus préventives jusqu'aux solutions les plus curatives. Premièrement, nous allons parler d'une solution qu'on appelle scoutage précoce et régulier. Cela consiste à faire quoi? Vous allez inspecter vos jeunes plants d'ailes à lever. Pourquoi? Parce que si vous n'inspectez pas votre champ, vous ne pouvez pas vite identifier les signes que je vous ai donnés au début. Mais moi, j'ai une question pour vous. Comment on peut inspecter un champ si c'est de 20 hectares, de 100 hectares, de 200 hectares? Comment on peut le faire? Là, il y a des techniques zigzag qu'on fait. C'est-à-dire, vous n'allez pas traverser, vous n'allez pas parcourir tout le champ. Non, il y a des échantillons et vous allez voir sur cet échantillon combien d'attaques j'ai et vous allez le faire de façon zigzag dans votre champ. Vous pouvez le faire W ou M ou quand même il y a plusieurs symboles que vous pouvez utiliser pour prélever pour pouvoir inspecter votre champ sur des échantillons et déduire le reste. Et je vous le dis, cette solution de scoutage précoce et régulier n'est pas banalisée. Pourquoi? Parce que si vous ne détectez pas vite la présence du ravageur, si ça prend d'abord l'ampleur avant que vous ne détectiez, là, vous aurez beaucoup de problèmes à résoudre. La deuxième solution que vous devez prendre en compte, c'est la lutte culturelle. Et je vais parler d'abord de la rotation de culture. Quand on parle de rotation de culture, c'est que vous faites maïs, vous n'allez plus faire maïs, c'est la saison qui suit. Vous allez faire la rotation, vous allez alterner avec une légumineuse par exemple. Et là, ça va briser un peu le cycle d'alimentation de la chenille. Troisième solution que je vais partager avec vous, c'est la date de semis groupée. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que vous allez faire votre semis au même moment, dans la même période. Vous n'allez pas semer aujourd'hui et laisser une semaine ou 2 semaines avant de semer autre. Et là, en quoi ça va limiter la propagation ou bien la prolifération de ce bioagresseur? C'est que lorsque vous faites ça, même si il attaque et vous luttez et vous prenez contrôle sur lui, c'est-à-dire ça va durer avant qu'il ne trouve encore de nourriture. Et encore pire, si vous faites encore rotation, vous voyez, ça va durer énormément. Et là, il va manquer de nourriture dans la période où votre maïs n'est plus là. Et là, vous êtes en train de briser son cycle de développement. Vous êtes en train de réduire énormément sa population sans le savoir. Et encore, il y a quelque chose, vous pouvez vous associer avec les producteurs de maïs ou de la culture que vous voulez faire de la même zone.
et vous allez semer dans la même période. Là, ce n'est pas que ça va trouver un peu de nourriture ici et quand Puma sera en train de terminer, il va trouver de nourriture dans le champ d'à côté et du voisin. Non. Donc, vous faites le semis ensemble, vous récoltez ensemble, ça dit, il manque de nourriture une fois de bon. Donc, vous réduisez énormément sa population. Maintenant, quatrième solution, la lutte biologique. Ici, je vais donner simplement quelques exemples. Premier exemple que je vais donner, c'est le trichogramme. Ce sont des micro-guêpes qui pondent leurs œufs dans les œufs, c'est-à-dire à l'intérieur des œufs de la chenille. Et là, ça empêche les œufs de la chenille d'éclore. Deuxième exemple, il s'agit là d'une bactérie naturelle qu'on pulvérise dans le champ. Et quand la chenille attaque, quand la chenille mange, consomme la feuille, ça dit, elle meurt. La bactérie, on l'appelle Bacillus thuringiensis. Vous pouvez également payer et pulvériser dans votre champ. Il y a donc qui utilisent également le sable, la cendre pour pouvoir empêcher la chenille d'accéder à l'oxygène, donc de suffoquer jusqu'à mourir. Et là, bon, s'il s'agit de grands espaces, d'une grande superficie, je vois que bon, c'est un peu limité à ce moment. Maintenant, cinquième lutte, la lutte chimique raisonnée. Et c'est le dernier recours. C'est-à-dire qu'il faut faire recours à cette lutte lorsque c'est déjà grave, c'est lorsque les chenilles sont déjà visibles sur les feuilles. Donc au stade L1 jusqu'à L3 où la chenille est déjà visible sur les feuilles. Et là, si c'est déjà trop, vous allez faire une lutte chimique raisonnée. C'est-à-dire que vous allez respecter les doses, les normes, tout pour pouvoir traiter votre champ. Ou également lorsque les chenilles sont déjà venues au stade L4, c'est-à-dire lorsque c'est déjà allé au niveau du cornet, là il faut faire recours à la lutte chimique raisonnée. Sixième et dernière solution que je vais partager dans cette vidéo, c'est l'utilisation des variétés tolérantes. Là, s'il y en a dans votre zone, bien sûr, et selon vos objectifs, parce que, bien vrai, il y a des variétés tolérantes, mais ça ne coordonne pas avec les objectifs du producteur. Donc, cela en fonction de vos objectifs et s'il y en a dans votre zone. Et encore, si vous constatez que la chenille fait énormément de dégâts déjà dans la zone, il faut utiliser les variétés tolérantes. Mais la vraie clé, retenez-la bien, agissez vite avant le stade L3 parce que après ce stade, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire, ça sera juste pour limiter un peu le dégât. Sinon, votre rendement a pris un grand coup. Donc, agissez vite avant le stade L3 de la chenille. Donc, voilà le maximum qu'il faut savoir sur ce bioagresseur Spodothera frigipeda qui fait énormément de dégâts au niveau des productions agricoles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à la partager à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a vraiment besoin de ce genre d'informations et à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que ici, c'est Code Vert où on décortique les mécanismes du monde agricole le plus profondément et clairement possible. Et on se tient pour la prochaine vidéo. L'agriculture, c'est tout un code.